Bonjour à tous. Nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vous laisse un petit moment peut-être pour régler le son, parce que le niveau de la vidéo était assez fort et du coup, le son peut-être de la parole sera un petit peu plus faible. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui sera consacré aux apports du numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, je vais quand même tenter d'activer un petit coup la caméra pour que ce soit plus convivial. Voilà, je vous dis bonjour à tous. Et je la désactiverai s'il y a un souci de son. Confirmez dans le chat peut-être que tout va bien si vous le souhaitez. Donc, je vous souhaite bienvenue. Dans ce webinaire, nous aurons le privilège d'écouter un spécialiste de la question des outils numériques et des besoins éducatifs particuliers. Donc, nous aurons l'honneur d'écouter André Tricot. En attendant que les derniers inscrits nous rejoignent, je vais faire un petit rappel sur les conditions techniques. Vos micros et vos caméras sont désactivés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Alors, petit détail technique aussi, le chat public est désactivé, donc vous allez avoir l'occasion de poser vos questions dans le chat animateur. Pour ça, il faut cliquer sur l'onglet animateur et vous avez accès à ce chat. Il y aura des modérateurs qui vont faire remonter vos questions à André Tricot à la fin de son exposé. Et d'ailleurs, je remercie Jessica Lehmann et Arnaud Lalou qui auront ce rôle de modérateur pendant le webinaire. Dans ce chat, n'hésitez pas non plus à faire remonter toutes vos questions techniques. S'il y a un souci, on essaiera d'y remédier. Vous pensez bien à régler votre son qui était un petit peu fort tout à l'heure pour que ça soit audible. Donc ce webinaire durera 1h30. Donc il durera 1h30, il y aura 1 heure d'exposé par André Tricot et il y aura un temps de questions-réponses à la fin, pendant environ une demi-heure. Si vraiment il y a beaucoup de questions, on fera remonter des questions au milieu de l'intervention et puis ça équilibrera un petit peu. Ce webinaire est enregistré. Il sera bientôt disponible sur la plateforme Canotech. Je vous expliquerai un petit peu comment y accéder tout à l'heure. Alors, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Rebecca Deporte. Je suis médiatrice numérique à l'atelier Canopée de Belfort. Et je m'occupe plus spécifiquement du numérique éducatif. Je fais partie depuis 2016 d'un groupe de travail qui a été mis en place en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on a appelé Mission Inclusion, et qui est centré sur l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors c'est vrai que depuis quelques années, l'école inclusive est une priorité nationale, et puis la circulaire de rentrée 2019 précise bien que la formation des enseignants sur cette thématique est importante et reconnaît le travail des enseignants sur ce point dans l'école inclusive. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a, avec mes collègues, créé des formations en direction des enseignants, de l'équipe éducative en général. On propose des ateliers pratiques, des ateliers, des webinaires, des conférences, des témoignages d'enseignants spécialisés, des formations d'équipe établissement. Et les objectifs de ce groupe, c'est notamment de renforcer les connaissances des enseignants sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, et aussi leur permettre de prendre en main des outils, donc y compris numériques, qui facilitent les apprentissages de ces élèves et qui permettent le développement de leur autonomie. J'ai encore une toute petite diapo pour vous montrer sur quels axes on travaille. On travaille sur différents troubles, notamment les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, les troubles du spectre autistique, les élèves allophones aussi. Les compétences qu'on essaie de cibler, c'est la lecture, l'écriture, les mathématiques, mais aussi la gestion des émotions, l'autonomie sociale. Et les outils qu'on présente, ce sont soit des outils qui sont à destination des enseignants pour adapter leurs cours,
ou des outils qui sont plutôt pour les élèves, pour leur permettre de compenser et pour les libérer de la double tâche. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que je vous propose ce webinaire et qu'on accueille aujourd'hui André Tricot, qui va nous présenter en fait le travail des chercheurs sur cette thématique et pour interroger la plus-value des outils et sur leur utilisation dans le cadre pédagogique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir André aujourd'hui. Bonjour André Tricot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté nous présenter votre travail. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie cognitive, professeur en psychologie cognitive à l'Université de Montpellier. Vous êtes aussi chercheur au laboratoire Epsilon. Et puis, j'ai fait une petite diapo sur vos différents thèmes de recherche. Vous travaillez notamment sur les apprentissages, les difficultés d'apprentissage, la recherche d'informations sur les documents numériques, l'ergonomie, interaction homme-machine. Vous faites aussi de l'ingénierie pédagogique et vous travaillez sur la théorie de la charge cognitive. Voilà, vous avez publié récemment cette nouvelle édition de Apprendre avec le numérique, mythe et réalité chez RES. Voilà, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à vous présenter plus précisément. Merci beaucoup Rebecca. Je vais attendre que mon diaporama soit affiché et voilà, je vais commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais donc faire cette présentation sur les apports du numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Il s'agit d'une synthèse de la littérature de recherche et plus particulièrement de la littérature sur la recherche empirique qui essaye de rendre compte des apports et des limites du numérique. Et c'est une recherche internationale. Il y a beaucoup de résultats que je présenterai qui ont été obtenus en France, mais tout autant de résultats que je présenterai qui ont été obtenus dans d'autres pays. Alors, de quoi on parle quand on parle des outils numériques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers? On parle de trois grands types de travaux, des travaux qui utilisent les outils numériques pour compenser le handicap ou le trouble, les outils qui s'occupent plutôt de permettre à l'élève de contourner le trouble ou le handicap en donnant accès à une information qui permet l'apprentissage ou la réalisation d'une tâche scolaire. Et enfin, des outils qui sont centrés directement sur les processus d'apprentissage eux-mêmes et qui permettraient aux élèves de réduire le trouble ou voire même de rééduquer telle ou telle fonction qui est déficitaire ou qui a été abîmée suite à un accident, par exemple. Si je commence par l'exemple du handicap visuel, j'aime bien commencer par cet exemple parce que il y a beaucoup d'ancienneté dans ce domaine-là et dans beaucoup d'autres. Peut-être que le handicap visuel est le plus impressionnant. Quand on s'intéresse au numérique en éducation, la première chose que on constate, c'est que c'est bien dans le domaine des troubles et des handicaps que les travaux les plus anciens et les plus porteurs ont été conduits. Par exemple, en 2000, donc il y a 20 ans, il y a déjà une synthèse de la littérature internationale sur outils numériques et handicap visuel qui est publiée et où les auteurs rendent compte des principales fonctions utilisées par les outils numériques au service des élèves porteurs d'un handicap visuel, comme le grossissement des caractères, la colorisation des lettres, le changement de luminosité, les audiodescriptions de vidéos, les synthèses vocales, la génération de textes en braille, la prise de notes en braille, etc. Autrement dit, et bien entendu, ce que font les auteurs,
c'est que pour chacune de ces fonctions, ils essayent de faire le bilan. Qu'est-ce que cette fonction portée par le numérique apporte aux élèves porteurs de handicap visuel? J'insiste sur l'ancienneté de ces travaux, je ne le referai pas au cours de mon exposé, mais vraiment, j'attire votre attention sur le fait que par rapport à d'autres domaines des apprentissages scolaires, là, il y a une véritable ancienneté. Il y a des travaux un peu plus récents, par exemple, sur la sonorisation automatique des images, sur l'amélioration de l'accès aux formations en ligne, même si dans ce domaine, il y a énormément de travaux à faire. Peut-être les travaux les plus impressionnants au cours de ces 10 dernières années pour les élèves porteurs de handicap visuel, c'est les travaux qui ont été conduits dans le domaine de la réalité augmentée, qui permet à une personne donc d'interagir avec son environnement et où des informations présentes dans son environnement sont augmentées d'informations auditives pour compenser le handicap visuel. Autrement dit, quand on interagit avec un environnement en réalité augmentée, on a accès à une réalité qui est plus riche, qui contient plus d'informations que quand on est en interaction avec la réalité quotidienne. Les travaux dans le handicap visuel, par exemple, dans une étude qui a été conduite à Singapour, montrent que les technos sont aussi dépendantes de la connaissance des enseignants à propos de ces technos. Si vous ne formez pas les enseignants sur l'utilisation de telles technos au service des élèves porteurs de handicap visuel, alors la techno peut avoir une absence de résultats, voire des résultats négatifs. La solution technique sans formation des enseignants est sans doute une des choses les moins efficaces que l'on puisse faire. Les travaux conduits en Malaisie montrent de façon réciproque que quand les technologies sont bien maîtrisées par les élèves et par les enseignants, alors la connaissance de ces technos améliore l'acceptabilité de ces technos, elle améliore la perception de l'utilité de ces technos, et dans cette étude, les élèves plébiscitaient le grossissement des caractères, les audiodescriptions, les synthèses vocales et l'interaction directe, hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir agir via un écran tactile ou via une souris d'ordinateur. Des travaux aussi, on va dire de la dernière période, hein, au cours des 10 dernières années, sont extrêmement encourageants pour aider les élèves qui ne lisent pas le braille en sonorisant hein, automatiquement des documents écrits. Un autre domaine, là on est du côté des handicaps moteurs, un projet avec des personnes, donc des adolescents et jeunes adultes myopathes que nous avions conduit à Toulouse il y a quelques années. L'idée était de dire que pour des personnes myopathes qui ont une forme avancée de myopathie avec une réduction importante de la capacité à produire des mouvements avec les mains, il est extrêmement difficile d'écrire quand la seule interaction que vous pouvez avoir avec un ordinateur est un joystick, par exemple, ou une trackball. Et quand vous devez écrire, vous devez donc déplacer votre curseur pour taper telle lettre, puis telle lettre sur le clavier d'ordinateur. Or, il se trouve que les claviers AZERTY, ceux que nous utilisons, ont été conçus pour, en gros,
permettre aux baguettes qui tapent sur le papier, à l'époque des machines à écrire, de pas se mélanger. Autrement dit, des lettres cofréquentes dans la langue sont éloignées dans le clavier pour limiter la probabilité qu'elles se mélangent les unes les autres. Bien entendu, on n'utilise plus de machines à écrire aujourd'hui, on utilise des ordinateurs, mais cette contrainte technique des machines à écrire, nous l'avons gardée avec les ordinateurs et nous continuons d'avoir des claviers qui éloignent les lettres cofréquentes. Autrement dit, pour une personne myopathe, le clavier a pour conséquence que on demande beaucoup d'efforts, beaucoup de déplacements pour écrire, ce qui est extrêmement fatigant pour des personnes myopathes. Donc nous avons conçu une solution qui consiste à minimiser les distances entre les lettres. Donc c'est un clavier qui se présente comme un hexagone et les lettres les plus fréquentes en français sont présentées au centre de l'hexagone et moins les lettres sont fréquentes, plus elles s'écartent de ce centre de l'hexagone. De sorte que les personnes qui doivent écrire avec un tel clavier fournissent beaucoup moins d'efforts physiques, elles ont beaucoup moins à déplacer leur curseur que dans le clavier AZERTY. Donc on a conçu ça et ensuite on l'a fait tester pendant plusieurs mois à des personnes myopathes, donc adolescents et jeunes adultes. On a constaté que le clavier que nous avions conçu réduisait effectivement la fatigue des personnes par rapport à un clavier AZERTY. Donc l'objectif que nous avions, qui était de réduire la fatigue, augmenter la vitesse de frappe, donc donner une plus grande possibilité d'interagir à l'écrit avec de produire de l'écrit avec un ordinateur, l'objectif était atteint. Et ce que nous avons fait, c'est que les personnes qui ont participé, les personnes myopathes qui ont participé à cette étude, nous les avons retrouvées quelques mois après l'étude. Dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme 6 mois après la fin de l'étude. Et on s'est rendu compte que la plupart des personnes étaient repassées au clavier AZERTY et avaient abandonné le clavier hexagonal qui pourtant réduisait leur fatigue. Et quand on discutait avec ces personnes, on s'est rendu compte qu'on avait typiquement un problème d'acceptabilité et d'acceptabilité personnelle et d'acceptabilité sociale, qui est de dire, déjà je suis myopathe, déjà je suis extrêmement stigmatisé et handicapé par la maladie que je porte. Si en plus je dois utiliser un clavier qui est différent du clavier des autres, chaque fois le réinstaller, etc., ça a un coût personnel et social qui était jugé par certains utilisateurs exorbitant par rapport aux gains que ces personnes avaient par rapport à la fatigue physique pour écrire. Et donc je vous donnais ce résultat parce que il me semble tout à fait exemplaire du fait que avec des technos, on peut très bien concevoir une solution qui est efficace, par exemple pour réduire la fatigue, mais l'efficacité n'implique pas l'acceptabilité. Il peut y avoir des problèmes d'acceptabilité de techno qui n'ont pas de lien direct avec l'efficacité de la techno. Et quand on essaie de concevoir des solutions techniques pour les personnes qui portent des troubles et handicaps, cette notion d'acceptabilité me semble extrêmement importante à prendre en compte. Je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur l'exemple des élèves dyslexiques avec un point particulier qui est la sonorisation des textes. On peut partir d'une hypothèse qui est extrêmement basique, simple, évidente, qui est de dire, sonoriser un texte écrit, ça diminue les exigences en lecture,
comme les personnes dyslexiques ont des troubles spécifiques de la lecture, hein, de la reconnaissance du mot écrit, le fait de donner le texte oralement enlève cette exigence de reconnaissance du mot écrit, ça libère des ressources cognitives et ça améliore la compréhension. Parfois, c'est des choses qu'on dit à des enseignants en formation, par exemple, qui est de dire, avec les élèves dyslexiques, il est important de passer par la sonorisation des textes pour libérer les ressources qui sinon seraient entièrement dévolues au décodage. Pourtant, en 2018, quand Wood et ses collaborateurs ont fait une synthèse, une méta-analyse, hein, c'est-à-dire une synthèse chiffrée de la littérature sur la sonorisation des textes pour l'amélioration de la compréhension en lecture chez les élèves dyslexiques, ils ont obtenu une taille d'effet qui est faible, hein, c'est-à-dire que le gain moyen en termes de compréhension, quand on compare un texte sonorisé à un texte lu chez des élèves dyslexiques, le gain est faible, donc D égale 0,35. Hein, je ne sais pas si vous êtes familier de ce D de Cohen. Hein, c'est en gros quand on mesure une taille d'effet, 0 c'est qu'il y a absolument qu'il y a un effet nul, il y a une absence de différence. À partir de 0,5 et 0,6, on commence à avoir un effet moyen. Et à 0,8, 1, on commence à avoir un effet fort et ça peut monter jusqu'à 2 ou 3. Donc 0,35, ça veut dire que le gain de compréhension est positif, mais il est vraiment faible. Et les auteurs notent une différence selon que on compare les performances en compréhension dans des plans d'expérience intersujets, c'est-à-dire que certains élèves avaient le texte à écouter, d'autres élèves avaient le texte à lire. Donc auquel cas, vous voyez, on a un D à 0,6, c'est-à-dire une différence qui commence à être entre moyenne et importante, alors que dans les études intra-sujets, c'est-à-dire que les élèves lisent un texte écoutent un texte sonorisé et lisent un autre texte à l'écrit, alors dans ces cas, vous voyez, la différence est extrêmement faible. Et cette différence entre les plans d'expérience où on compare des élèves différents pour les deux modalités et les études où c'est le même élève qui a droit aux deux modalités, c'est un résultat qui est assez inquiétant. Ça voudrait dire que peut-être dans le cas des résultats intersujets, les élèves ont l'impression de beaucoup mieux comprendre à l'oral par rapport à l'habitude qu'ils ont avec la compréhension écrite, mais quand on les met effectivement, consécutivement dans les deux situations, écouter un texte et lire un texte, alors le niveau de compréhension entre les deux est extrêmement proche. Et quand j'ai lu la revue de la littérature de Wood, je me suis rendu compte que les auteurs ne prenaient pas en compte dans leur analyse de la littérature sur le sujet le temps. Le temps mis pour lire un texte, le temps mis pour écouter un texte. Ils ne prennent pas en compte non plus les pauses durant l'écoute. Donc, ils vont pas comparer, par exemple, un texte que j'entends d'un seul coup et un texte que j'entends avec des pauses pendant l'écoute. Les auteurs citent une étude de 2002 dans laquelle ils ont obtenu une taille d'effet forte et les textes ont été présentés plusieurs fois aux élèves, donc le facteur temps a été utilisé, mais dans cette étude, il y a très peu de précision sur la manière dont le facteur temps a été utilisé. Mais quand vous regardez la taille des faits, le D à 1,10,
sans doute que cette histoire de temps ou du nombre de présentations est importante, mais vous le voyez, ça manque énormément de précision dans cette littérature. Pourtant, la méta-analyse de Wood, elle date de 2018, c'est donc une méta-analyse récente. Donc en 2018, on a encore une connaissance très imprécise de l'effet de la sonorisation des textes sur les élèves dyslexiques. Et l'effet positif mesuré est un effet vraiment limité. Je vais donc vous présenter maintenant un ensemble d'études, une série d'expériences que nous avons conduites dans le cadre de la thèse de ma collègue Geneviève Vandenbroek, qui était là aussi sur l'utilisation de la recherche d'amélioration de la compréhension à l'écrit chez des élèves de CM1 et de CM2. Dans la première expérience, je vais le présenter très rapidement. Alors, je vais baisser un petit peu le niveau de mon micro. C'est fait. Donc dans cette expérience, typiquement, on présente des textes. Dans certaines études, les morphèmes, dans une version, les morphèmes sont mis en relief. Dans l'autre, les morphèmes ne sont pas mis en relief. Et on n'a pas obtenu d'effet. Donc je vais vous passer rapidement sur cette première expérience. Dans les expériences suivante, on a pris des élèves, on leur a fait écouter un texte ou lire un texte, et chaque élève est soumis aux deux conditions. Hein. Chaque élève, il écoute, puis il lit un autre texte, ou alors il lit un texte, puis il écoute un autre texte. On n'a pas d'effet de la modalité de présentation, hein, donc le fait de présenter, de faire écouter les textes n'améliore pas la compréhension chez les élèves avec dyslexie, et on a le même pattern de résultat chez les élèves qui sont non porteurs de dyslexie. Donc un petit peu comme dans l'étude de la méta-analyse de Wood, l'effet que nous avons obtenu est non significatif ou extrêmement faible. Dans l'étude suivante, nous avons changé, c'est-à-dire que nous avons présenté le document sonore de la même manière que dans les expériences 2 et 3. Le document sonore était présenté c'était un fichier MP3 présenté en continu. Et dans une autre condition, le document sonore était présenté avec des pauses. Soit des pauses décidées par l'élève, c'est-à-dire on disait à l'élève, voilà le lecteur MP3, tu peux t'arrêter quand tu veux, pendant l'écoute, par exemple, pour réfléchir au sens du texte. Et dans l'autre condition, les élèves avaient des pauses, mais les pauses étaient déjà programmées dans le lecteur MP3. C'était des pauses de quelques secondes à la fin de chaque phrase. Donc là, ce n'était pas l'élève qui décidait de faire des pauses, c'était des pauses qui étaient imposées. Et on a toujours nos deux groupes d'élèves ordinaires et d'élèves avec dyslexie. Alors, si vous regardez ce tableau de résultats, on va d'abord regarder la modalité continue. C'est en bleu, c'est-à-dire que les élèves écoutent un document sonore dans lequel il n'y a aucune pause et aucune possibilité de faire des pauses. C'est la condition continue, comme nous l'avions dans les autres expériences. Et là, vous voyez que les élèves ordinaires comprennent mieux, alors qu'on est bien à l'oral, on n'est pas à l'écrit, comprennent mieux dans la condition sans pause que les élèves porteurs de dyslexie. Quand on est dans la condition pause libre, c'est les élèves qui décident de faire des pauses, on a le même effet, mais encore plus grand. Les élèves dyslexiques ont de très mauvaises performances dans la condition libre, et dans la condition
libres, les élèves ordinaires ont des performances encore meilleures. Après, au niveau comportemental, ça se comprend tout à fait. Les élèves dans la condition pause libre, les élèves dyslexiques, en réalité, font très très peu de pauses. En tout et pour tous nos participants, nous avons un seul élève dyslexique qui a fait une pause. Donc pour eux, c'est pareil que d'être dans la condition continue, sauf qu'ils ont en plus le souci de se dire est-ce que je dois faire pause, est-ce que je ne dois pas faire pause, alors que les élèves ordinaires font des pauses au moment opportun, et le fait de faire des pauses, de réfléchir au sens de ce qu'ils écoutent, améliore notablement la compréhension. Et enfin, je vous présente le résultat le plus intéressant, la condition avec les pauses imposées. Vous voyez que dans cette condition, les élèves dyslexiques et les élèves ordinaires ont exactement le même niveau de compréhension, ce qui représente une forte amélioration de la compréhension chez les élèves dyslexiques et une baisse de la compréhension, baisse très légère par rapport à la condition continue et une baisse importante par rapport à la condition avec les pauses libres. Mais on a bien une équivalence du niveau de compréhension pour les deux groupes, euh, normolecteurs ou dyslexiques, dans cette condition où les pauses sont imposées. Et j'ai trouvé ce résultat extrêmement intéressant. Autrement dit, le fait qu'on segmente l'information, c'est-à-dire que les, les élèves ont des moments où ils sont en train d'encoder du texte, il y a les mots qui sont traités ici de façon auditive et qui sont identifiés et reconnus. Euh, cette, cette tâche d'encodage de l'information, quand on doit la réaliser en parallèle avec la tâche de compréhension, c'est-à-dire qu'on doit en même temps encoder et comprendre, ça peut présenter tout simplement une trop forte exigence pour certains élèves et peut-être que très simplement le fait de faire des pauses permet aux élèves d'avoir des moments où je suis en train d'encoder l'information textuelle et des moments où je suis en train de la comprendre. Dans une dernière expérience, nous avons testé une hypothèse d'épuisement. C'est-à-dire que peut-être la difficulté en lecture ou la difficulté avec un document sonore, elle n'est pas une difficulté absolue, mais elle est une difficulté qui s'accumule. Autrement dit, c'est au fur et à mesure que j'avance dans la lecture ou dans l'écoute d'un texte, que l'exigence de cette tâche d'écoute et de compréhension ou de lecture-compréhension fait que on se fatigue et on aurait en quelque sorte une détérioration progressive de la compréhension au fur et à mesure qu'on avance dans l'activité de lecture ou dans l'activité d'écoute. Pour tester cette hypothèse, nous avons utilisé le même protocole, mais cette fois-ci, les élèves faisaient un test en mémoire de travail avant, c'est une mesure d'emport en mémoire de travail avant la lecture, et puis un test immédiatement, une mesure d'emport en mémoire après la lecture. De sorte qu'on se dit, on va comme ça vérifier si cette tâche de lecture elle est tellement puisée dans la mémoire de travail qu'elle a en quelque sorte vidé la mémoire de travail, ou en tout cas puisé dans les ressources de la mémoire de travail, et puis ensuite on posait des questions de compréhension. Donc vous voyez, par rapport aux autres études, là ici, on a vraiment testé un effet d'épuisement. Et les résultats ont été extrêmement surprenants pour nous, mais je trouve très intéressants. Donc, bien entendu, de façon non surprenante, on a les élèves avec dyslexie qui lisent en gros 2 fois moins de mots que les élèves sans dyslexie dans le même temps. Ça, c'est absolument évident, voire dans un temps un petit peu plus long. Le niveau en compréhension est
en gros 2 fois moins bon chez les élèves porteurs de dyslexie que chez les élèves ordinaires. Et on a pris soin de poser des questions de compréhension que sur le début du texte, de sorte que les élèves dyslexiques ne soient pas pénalisés. Et ce qui nous a surpris, c'est que, vous voyez, chez les, donc on a une mesure en mémoire de travail légèrement inférieure chez les élèves dyslexiques avant, mais bon, ça c'est un résultat assez ordinaire. Et chez les élèves sans dyslexie, vous voyez, le niveau avant et après est exactement le même. Donc ils ne se sont pas épuisés. Et chez les élèves avec dyslexie, on a obtenu le résultat absolument inverse de celui qu'on attendait. C'est-à-dire que la performance à la mesure d'emprunt après l'écoute était meilleure qu'avant, un peu comme si les élèves ne s'étaient pas épuisés dans la tâche de lecture. Et donc on peut faire l'hypothèse que, ici on est avec des grands, ce sont des élèves de cycle 3, même peut-être qu'ils ont développé des compétences en lecture qui leur permettent de euh, réduire extrêmement la vitesse de lecture pour gérer leurs ressources cognitives et leur permettre, autant qu'il est possible, d'accéder au sens du texte sans forcément épuiser leurs ressources en mémoire de travail. Bien entendu, ça n'est qu'un résultat. Vous avez vu, il est avec un petit échantillon. C'est un résultat qui, bien évidemment, mériterait d'être répliqué. En soi, il ne veut rien dire, mais en tout cas, il nous a donné envie d'essayer de continuer dans cette voie et d'essayer de voir cette histoire de est-ce qu'il y a un effet d'épuisement des ressources et est-ce que le fait de présenter des textes à l'écrit ou à l'oral chez les élèves dyslexiques pourrait éventuellement compenser cet effet d'épuisement. Donc, comme Rebecca le dit, on pourrait faire une pause maintenant. Je propose juste d'attendre cette diapo-là, qui est une diapo de bilan, en fait, sur ce que je viens de présenter, qui est que si on travaille sur la conception de solutions numériques pour les élèves dyslexiques en compréhension de texte, alors il faut sans doute prendre en considération 4 types d'exigences. L'exigence de la lecture, l'exigence de l'information transitoire quand le texte est sonorisé, l'exigence de la redondance si j'essaye de concevoir une solution dans laquelle le texte est lu et sonorisé en même temps, l'exigence de la régulation, qui est que en lecture, les pauses et les retours en arrière sont gérés de façon automatique, alors qu'en écoute, c'est délibéré, c'est volontaire, et donc la gestion de la régulation représente un coût, et peut-être, comme je le disais, prendre en compte l'épuisement progressif des ressources, c'est-à-dire l'effet de fatigue. Et dans une synthèse qui est parue cette année là dans euh, un handbook de psychologie de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques, on a essayé de présenter une synthèse sur l'ensemble de ces charges, de ces exigences dans les traitements cognitifs pour les élèves dyslexiques. Voilà, je vous propose donc merci Rebecca, cette première pause. Oui, merci Monsieur Tricot. Alors, énormément de questions qui sont remontées dans le chat. Un premier lot de questions autour du clavier que vous avez présenté tout à l'heure. Sonia nous demande s'il est encore disponible. Je ne sais pas. J'ai quitté Toulouse maintenant, je collabore plus, mais c'est très facile. Envoyez-moi un mail et je vous mettrai en contact avec Nadine Vigourou et les collègues de son équipe qui continuent de travailler sur les IHM au service des personnes avec handicap et troubles. Donc je vous mettrai en contact avec eux. Entendu, on fera la liaison. Une autre question sur le clavier. Est-ce que les enfants 10 peuvent également l'utiliser de manière efficace?
Ouais, ça c'est vraiment c'est vraiment une. Alors vous parlez la question, elle parle sur le clavier hexagonal qui réduit les distances entre les lettres, ou elle passe sur elle porte sur le clavier en général. Le clavier hexagonal. Le clavier hexagonal. Le clavier hexagonal, et par rapport au clavier AZERTY, c'est un exemple qu'on cite beaucoup en IHM. C'est c'est le qui est vraiment le paradoxe, et sans doute le paradoxe le plus le paradoxe de l'utilisateur, hein, qui est un des grands paradoxes des IHM, qui est que le clavier AZERTY est un très mauvais clavier. Euh, et il a été conçu pour résoudre un problème que nous n'avons plus aujourd'hui. Pourtant, cette très mauvaise solution continue d'équiper nos ordinateurs. Et quand nous commençons à utiliser un ordinateur, nous commençons à l'utiliser avec cette très mauvaise solution et nous en prenons l'habitude, de sorte que l'immense majorité des individus préfèrent continuer à utiliser cette mauvaise solution plutôt que d'apprendre à en utiliser une qui serait bien meilleure. Du coup, les fabricants d'ordinateurs continuent d'équiper les ordinateurs avec des claviers qui sont la mauvaise solution. Du coup, les usagers continuent d'apprendre à utiliser cette mauvaise solution et continuent de ne pas vouloir en apprendre de nouvelles. Il y a plein d'autres exemples comme ça de paradoxes de l'utilisateur. Mais vous voyez, on est enfermé dedans. Ça fait 40 ans que on connaît ce paradoxe. Ça fait 40 ans qu'il faudrait en sortir. Et pourtant, personne n'a le courage d'en sortir, du point de vue des utilisateurs, apprendre notre clavier, et du point de vue des fabricants qui continuent de nous fourguer cette solution qui est très mauvaise. C'est malheureusement un exemple typique de ce paradoxe. Donc non, hein, c'est clairement une mauvaise solution, le clavier AZERTY, c'est sans doute même une des pires solutions. Alors merci. Quelques questions autour de la compensation par l'oral. Alors, Frédéric nous demande comment mesure de la compréhension en lecture alors que les textes sont sonorisés. Ne s'agit-il pas de mesure de la compréhension tout court? C'est une excellente question. Le gros problème, c'est les mots qu'on utilise. Il se trouve que l'oral utilisé par les humains, la plupart du temps, c'est de l'oral qui est utilisé pour dialoguer. Et nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont des textes. C'est pas de l'oral au sens classique, mais c'est des textes qui sont enregistrés. Donc c'est bien des textes qui ont été conçus pour être lus et dont nous avons construit une version oralisée. Donc c'est bien de la compréhension, vous avez raison hein, de dire ça, c'est de la compréhension, mais c'est de la compréhension d'un texte écrit qui a été oralisé. Autrement dit, une des choses qu'il faudrait qu'on contrôle, c'est par exemple mesurer la compréhension de contes issus de la tradition orale. Et là, c'est complètement différent. C'est bien des histoires, mais elles viennent de l'oral, elles viennent pas de l'écrit. Et donc, il faut pas, il faudrait sans doute, mais c'est à faire, hein, il faudrait juste le faire, bien distinguer l'oral, la compréhension de l'oral dans la conversation, la compréhension de l'oralisation d'un texte écrit et la compréhension d'un oral de type narratif, par exemple, avec des contes qui sont issus de la tradition orale. Et une autre chose qu'il faudrait contrôler, hein, c'est la différence entre la compréhension de l'oral euh, entendu et la compréhension de l'oral avec une personne qui vous parle et qui est en face de vous et qui vous lit ce conte. Nous, c'était des lecteurs MP3, donc la personne qui parle n'était pas vue. Donc il y a toutes ces variables à contrôler, vous avez évidemment raison.
Alors, une autre question de Frédéric. Pensez-vous que les conclusions portant sur les pauses libres et imposées et leur impact sur la compréhension orale puissent s'entendre à la compréhension orale en langue étrangère? Oui, oui, oui. Ça, c'est un résultat que nous avons d'ailleurs d'abord obtenu en compréhension orale langue étrangère, 5 ou 10 ans avant ces résultats que nous avons obtenus avec des élèves porteurs de dyslexie. Et les résultats, effectivement, montrent que les élèves qui sont performants dans la langue seconde font peu de pauses et les font au moment opportun. Et le fait de leur donner la possibilité de faire des pauses améliore la compréhension. Les élèves avec un faible niveau dans cette même langue, sur le même document sonore à écouter, euh, font soit aucune pause, soit énormément de pauses, par exemple une pause à la fin de chaque mot. Et ces deux stratégies, beaucoup de pauses ou aucune pause, détériorent la compréhension euh, par rapport à des conditions où les pauses sont imposées ou voire même où les conditions où le document est utilisé en contenu. Donc ça, c'est un résultat qu'on a obtenu et répliqué plusieurs fois avec Stéphanie Roussel, qui est ma collègue à l'Université de Bordeaux, et Jean-Luc Nespoulos à l'Université de Toulouse. Et c'est un résultat qu'on a formulé en disant finalement, vous voyez, le lecteur MP3 en classe de langue vivante améliore les performances d'à peu près 80% des élèves en leur laissant plus d'autonomie. Et cette autonomie, dans la tâche d'écoute, fonctionne comme une double peine pour les élèves, pour les 20% d'élèves les plus faibles. Et donc, c'est un cas vraiment exemplaire où la même solution technique, le lecteur MP3, produit la meilleure et la pire des choses selon les élèves. Et ça veut dire que c'est bien, c'est une autre illustration du rôle absolument fondamental des enseignants. C'est les enseignants qui, connaissant leurs élèves, dans une tâche d'écoute de documents sonores avec un lecteur MP3, vont guider l'écoute de certains élèves et laisser d'autres élèves en autonomie pour que le même outil, avec des scénarios différents, produise des effets positifs pour tous les élèves. Alors, on a également beaucoup de questions des expériences et des études que vous avez présentées. Je crois qu'on ne pourra pas toutes vous les exposer, hein, on en a vraiment énormément, notamment sur l'oralisation sur lesquelles vous êtes revenu à l'instant. Alors peut-être Delphine nous demande, dans la restitution des résultats des expériences, vous parlez de mémoire de travail avant et après. Avant et après quoi exactement? D'accord. Donc le protocole, là, il consistait, je vais réafficher hein, le protocole, on leur donne, on leur fait faire un empan, donc c'est une mesure de capacité en mémoire de travail. C'était un river span, c'est pour les personnes qui connaissent. Juste après, ils doivent lire un texte pendant 10 minutes. Et après avoir lu pendant ces 10 minutes, ils refont un test d'empan en mémoire de travail. Et donc notre hypothèse, c'était que ces 10 minutes de lecture auraient en quelque sorte puisé dans les ressources en mémoire de travail. Aujourd'hui, on croit que euh, peut-être que notre résultat a du sens, c'est-à-dire que les élèves avec dyslexie ont appris à gérer leurs ressources en mémoire de travail et ils lisent moins vite pour mieux gérer leurs ressources. Une autre hypothèse est que tout simplement notre tâche de lecture, 10 minutes, était beaucoup trop courte pour aller puiser dans les ressources des élèves et c'est peut-être avec des tâches de lecture de 20 minutes ou de 30 minutes qu'on serait allé puiser dans les ressources.
Alors, peut-être une dernière question hein, de Karine, euh, relative à la dernière expérience. Est-ce que cela voudrait dire que nous ne pourrons jamais faire bien pour tous en même temps? Faut-il de nombreux mini-groupes dans un groupe classe? Ou bien les résultats de l'expérience 4 être entendus que pour cette tâche-là, et il faut éviter de généraliser autant. Ouais, je pense que les outils numériques euh, présentent une forte plus-value à partir du moment où on se dit euh, le même outil avec des scénarios différents peut être au service d'élèves différents, ou bien deux outils différents peuvent être utiles pour deux élèves différents. Mais il y a bien l'idée que euh, c'est bien des solutions différentes qui seront au service d'élèves différents et que les solutions universelles, celles qui améliorent les apprentissages chez tous, bien entendu, elles existent, et je vais les évoquer à la fin de cette présentation, mais j'allais dire, elles sont bien connues aujourd'hui, et si nous avons des progrès à faire, c'est beaucoup plus du côté de l'élaboration de solutions particulières que de l'élaboration de solutions générales. Je vous remercie. Je vous propose de reprendre votre Je déroulé. reprends la main, d'accord. Ok, merci à vous. Par ailleurs, avec les élèves porteurs de dyslexie, il y a des stratégies complètement différentes qui ne regardent pas la compréhension, mais qui, par exemple, regardent l'enseignement de la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Ici, j'ai donné un exemple où on fait de la catégorisation de phonèmes présentés avec leur représentation graphémique. Il y a les travaux de l'équipe de Lyon qui sont euh, euh, solides et anciens sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous connaissez ces travaux-là, mais comme tous les travaux que je cite dans ma présentation, vous aurez les références en bibliographie. Simplement pour illustrer que sur la dyslexie, il n'y a pas que ces stratégies de compensation et de contournement que j'ai présentées, mais il y a aussi des stratégies qui s'adresse directement à l'apprentissage, ici l'apprentissage de la correspondance entre les phonèmes et les graphèmes. Il y a d'autres exemples sur lesquels je vais pas m'arrêter. Par exemple, les travaux de Pascal Collet, Séverine Casalis et leurs collègues sur un petit peu ce que j'ai présenté au début, qui est un travail sur l'amélioration des performances à partir de l'analyse morphologique. Alors, l'entraînement des compétences en décodage, beaucoup de travaux très anciens là-dessus, sur l'entraînement des compétences en compréhension via des supports non écrits, à l'oral ou visuel, via des images par exemple. La simplification des textes sur de multiples plans, le plan lexical, le plan syntaxique, le plan discursif. Ça, c'est les travaux dans le cadre du projet Alector qui ont été conduits par Ziegler et son équipe à Marseille. Donc je ne vais pas m'arrêter, mais c'est simplement pour dire, bien entendu, la littérature sur dyslexie et amélioration de la compréhension est extrêmement riche et extrêmement diverse. Je vais changer un petit peu de sujet pour prendre un autre exemple avec des élèves porteurs de troubles du spectre autistique. Des outils numériques qui ont été utilisés pour s'adresser directement à une histoire d'apprentissage, l'apprentissage de la reconnaissance des émotions sur les visages d'autrui. Euh, le, on,
il y a un résultat qui est bien connu, hein, qui est que les élèves qui ont reçu une formation, un enseignement ou un entraînement sur la reconnaissance des émotions arrivent à reconnaître les émotions sur les visages d'autrui à peu près au niveau des enfants typiques et de façon supérieure aux élèves porteurs de ces troubles, mais n'ayant pas eu cette formation. Ce résultat peut être obtenu avec de simples photographies, par exemple. Et avec les outils numériques, bon, il y a eu beaucoup de recherches qui ont essayé de travailler cet apprentissage-là avec non pas des visages de personnes réelles prises en photo, mais avec des visages virtuels, des avatars par exemple, où on peut beaucoup plus agir sur la modification des visages et donc les différents traits qui sont utilisés dans l'expression de telle ou telle émotion. Et les résultats obtenus avec des visages virtuels sont euh, euh, absolument encourageants. Un projet parmi d'autres, bien entendu, que j'ai trouvé intéressant, c'est le Centre ressources autisme de Nice qui avait euh, euh, évalué un environnement numérique qui faisait ça, hein, donc de la reconnaissance des émotions au niveau des visages, au niveau des gestes et lors de situations sociales impliquant donc plusieurs individus. Et c'était tout ça dans un environnement virtuel. Et le fait de former euh, les enfants porteurs de troubles du spectre autistique à la reconnaissance des émotions, à améliorer à la fois leur performance dans la reconnaissance des émotions, mais aussi permettait beaucoup plus que les solutions d'avant avec photographie, etc., d'adapter la formation au niveau d'atteinte des patients et cette composante adaptative des solutions numériques est sans doute une des choses qu'il faut retenir de la présentation que je suis en train de vous faire. Comme vous le savez sans doute, il y a des travaux actuels avec des robots, avec une stratégie complètement différente qui est de dire quand on travaille avec un robot, ben, il y a énormément moins d'émotions à traiter au niveau du visage du robot. Le fait de traiter moins d'émotions réduit la charge et permet de libérer des ressources pour apprendre, puisqu'on baisse la charge dévolue au traitement de ces informations émotionnelles ou sociales, etc. Il y a aussi des travaux auxquels j'ai participé, par exemple, dans lesquels on était sur des apprentissages moteurs, des apprentissages par imitation, et où on a montré que chez des élèves porteurs de troubles du spectre autistique, le fait de devoir imiter un avatar était moins coûteux socialement que de devoir imiter un vrai être humain, un éducateur par exemple, et que cette baisse du coût social de l'activité d'imitation pouvait avoir des conséquences positives sur l'apprentissage moteur qui était en jeu. Bien entendu, ce ne sont que, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour l'instant, des petits résultats qui doivent être répliqués. Je voudrais prendre un autre exemple. Ici, on est plutôt du côté, on va dire, dysgraphie pour faire vite. Il y a un outil qu'une entreprise nous avait demandé d'expertiser qui s'appelle Write to Speech, qui est un outil qui euh, est utilisé par des psychomotriciens, par des orthophonistes, et qui permet d'analyser la trace écrite, la lettre par exemple, ou le mot,
selon 5 variables, par exemple la vitesse, par exemple l'appui, par exemple l'écart en modèle. Voilà, il y a 5 variables et cet outil est associé à une banque d'exercices et permet à l'enfant et au rééducateur de bénéficier en direct d'un retour sur sa trace écrite. Donc on est sur la phase d'apprentissage du graphisme, du tracé des lettres euh, en direct. Et ce logiciel donne de bons résultats et est jugé extrêmement satisfaisant par les psychomotriciens et les orthophonistes qui l'utilisent. Et ce que nous avait demandé l'entreprise, c'est d'évaluer dans quelle mesure ce logiciel pouvait être une solution à destination des enseignants, permettre en classe de réaliser des exercices avec ce logiciel et de bénéficier de ces retours-là. Et quand on a fait cette expertise, on a constaté un énorme problème de compatibilité entre ce logiciel qui a été conçu pour une utilisation un à un entre un ou une rééducateur ou rééducatrice et un enfant dans un cabinet pour des séances qui vont durer entre une demi-heure et 40 ou 50 minutes et que ces caractéristiques-là n'ont à peu près aucun rapport avec la façon dont on apprend le graphisme, la façon dont on apprend à écrire plus tard dans les écoles au cycle 1 ou au cycle 2. L'organisation des tâches d'apprentissage de l'écriture dans ces classes-là n'est absolument pas compatible avec cet outil. Et donc, on a avec cet outil vraiment un outil qui, en termes d'efficacité dans une condition A, est absolument indiscutable. En termes d'utilisabilité dans cette condition 1 est absolument indiscutable. En termes d'acceptabilité dans cette condition 1, c'est-à-dire la relation 1 à 1 entre un adulte et un enfant, tout se passe bien vraiment sur l'efficacité, sur la facilité d'utilisation, sur la compatibilité avec l'organisation du temps, etc. L'organisation des tâches, l'organisation de la relation. Mais le même outil, quand vous changez la situation, c'est-à-dire vous changez les objectifs, vous changez les humains, vous changez le nombre d'humains, vous changez l'organisation spatiale, vous changez l'organisation temporelle, le même outil n'est plus utile, n'est plus utilisable, n'est plus acceptable. C'est le deuxième exemple que je donne là-dessus, mais je me permets vraiment d'insister sur le fait que quand on s'intéresse aux outils numériques pour l'apprentissage, c'est très compliqué d'imputer une valeur intrinsèque à l'outil. L'outil n'a aucune valeur intrinsèque. Ce qui compte, c'est la compatibilité entre cet outil, cette situation et les buts qui sont poursuivis dans cette situation. Donc, si on essaye de faire un bilan un petit peu sur les apports spécifiques du numérique pour les élèves porteurs avec des besoins éducatifs particuliers. Il y a bien entendu des apports en termes d'accessibilité, des effets positifs qui ont été obtenus sur les différentes stratégies que j'ai évoquées. Il y a des questions anciennes qu'on a oublié de se poser et que grâce aux outils numériques, on est en train de se poser. Mais la question de l'oral, par exemple, le texte oralisé pour les élèves dyslexiques, bien entendu qu'on aurait pu se la poser avant l'arrivée des lecteurs MP3. Bien entendu qu'avec des magnétophones, on aurait très bien pu se poser cette question. Bien entendu que même avant l'arrivée des magnétophones, on aurait pu poser cette question, mais le numérique a parfois cette vertu de nous poser des questions qui nous apparaissent comme nouvelles, alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans,
on aurait très bien pu se poser ces questions. L'efficacité des outils est liée à la formation aux outils. Un outil numérique sans formation a peu de chances de produire des effets positifs. Mais peut-être, j'espère en tout cas que c'était clair dans ma présentation, qu'il y a énormément de choses à faire encore, euh, alors que le numérique pour les élèves porteurs de troubles ou de handicap est sans doute un des domaines les plus anciens. On a encore l'impression d'en être au début. Euh, il y a sans doute un défaut d'investissement dans ces domaines-là. Il y a sans doute un déficit de recherche dans ce domaine-là. Mais il y a vraiment beaucoup à faire sur les outils numériques en éducation, mais aussi avec l'approche ergonomique, mais aussi avec l'approche IHM, et aussi peut-être en essayant de sortir de cette idée que quand on s'intéresse aux troubles, c'est cette histoire de entraînement-répétition qui va résoudre les problèmes. Je crois qu'en regardant les apprentissages de façon un peu plus large, on ouvrirait peut-être un peu plus notre champ d'action. Maintenant, si je regarde le scénario pédagogique, hein, quand on est enseignant, qu'on conçoit des situations d'enseignement pour les élèves, je crois que le numérique, bien entendu, il change pas les buts de l'école, il change pas le fait qu'on construit des progressions, il change pas le fait qu'on conçoive des tâches pour que les élèves apprennent, mais peut-être que le numérique, parfois, sous certaines conditions, avec des élèves porteurs de troubles et de handicap, peut améliorer l'engagement dans les tâches, peut améliorer les supports pour les tâches, peut améliorer la façon dont on régule les apprentissages, hein, l'évaluation formative, et peut aussi améliorer la façon dont on évalue les apprentissages en fin de séance ou en fin de séquence. Et je crois aussi important, enfin, je pense que c'est une manière de voir les, les, les apports numériques en disant, voilà, on est sur cette partie-là, c'est-à-dire vraiment les supports, la régulation, l'évaluation et l'engagement. On n'est pas sur les parties hautes qui restent les mêmes, bien évidemment, pour pour tous les élèves et dans tous les cas. Comme je le disais aussi au début, on a par ailleurs une littérature générale sur la conception de supports numériques pour l'apprentissage, et d'ailleurs d'autres supports, qui n'est pas donc spécifiquement à destination des élèves porteurs de troubles ou de handicap, mais qui sont utiles pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers autant que pour les autres. Et cette littérature sur la conception de support n'est pas forcément connue de tout le monde, donc je vais vous en donner un aperçu rapide, mais je crois que c'est vraiment une littérature qui vaut la peine d'être connue. Par exemple, quand on conçoit un support, une des premières choses qu'on peut faire, c'est d'éliminer de ce support d'apprentissage tout ce qui est inutile, tout ce qui est décoratif, tout ce qui est là pour faire fun, rigolo, etc. Tout ce qui, en gros, prend le risque de capturer des ressources attentionnelles de l'élève et le détourner d'objectifs d'apprentissage. Malheureusement, ce que je dis peut paraître extrêmement trivial et extrêmement simple, mais quand on regarde le marché des supports disponibles, payants ou gratuits, c'est absolument ahurissant la quantité d'applications qui est absolument surchargée d'informations inutiles ou décoratives, comme si les élèves avaient besoin qu'on leur présente des choses rigolotes pour attirer leur attention, alors que quand on leur présente des choses rigolotes, on détourne leur attention. Mettre en exergue ce qui est important est sans doute une chose qui est absolument prioritaire quand on apprentissage. La grande difficulté, c'est que le concepteur ou la conceptrice sait ce qui est important, mais dire ce qui est important, signaler ce qui est important, flécher ce qui est important est quelque chose qui
produit des résultats extrêmement positifs. Et cette mise en exergue aussi important est d'autant plus cruciale que le support est complexe, que le support est dynamique, etc. Éliminer ce qui est redondant. Quand une information linguistique, par exemple une phrase, est présentée à l'oral, il n'y a aucune raison qu'elle soit présentée à l'écrit. Quand une phrase est présentée à l'écrit, il n'y a aucune raison qu'elle soit présentée à l'oral, bien entendu pour les élèves pour lesquels c'est redondant. Les élèves qui ne sont pas encore lecteurs ou qui n'ont pas encore automatisé la lecture, la phrase écrite et la phrase orale ne sont pas redondantes puisque elles nécessitent des traitements différents chez des élèves qui donc ne sont pas encore lecteurs ou n'ont pas encore automatisé la lecture. Une autre chose que les travaux ont montré, c'est que dans les supports, quand l'objectif est de comprendre une information picturale, une image, un graphique, alors le commentaire de cette image présentée oralement est beaucoup plus au service de la compréhension de l'image que le commentaire écrit. Cette intégration-là, elle est aussi beaucoup mieux réussie quand elle est réalisée spatialement, c'est-à-dire les commentaires sont rapprochés dans l'espace, signalés et ils sont synchronisés. Hein. C'est cette partie de l'image que je suis en train de commenter, cette partie du graphique que je suis en train d'expliquer. Les pauses, se mettre au rythme des élèves, j'espère vous avoir convaincu avec les quelques présentations que j'ai faites que c'est sans doute un des domaines dans lequel nous devons beaucoup réfléchir quand nous concevons des supports. Bien entendu, l'idée de progressivité, le fait de personnaliser. La grande différence entre un support et une situation de classe, c'est que dans une situation de classe, on s'adresse aux élèves, on s'adresse à des personnes, alors que les supports ont tendance à être neutres et à ne s'adresser à personne, à être centrés sur le contenu, beaucoup plus que sur le récepteur de ce support. Et beaucoup de travaux ont montré qu'en personnalisant, en s'adressant à la personne, je ne suis pas en train de parler de la ville en géographie, je suis en train de parler de votre ville, celle dans laquelle vous habitez. Le fait de personnaliser le message améliore énormément les performances en compréhension, par exemple. Enfin, beaucoup de travaux sur les animations montrent que les animations au service de la compréhension sont délicates à concevoir et qu'elles améliorent notablement la compréhension pour les apprenants avancés. En début d'apprentissage, on a beaucoup besoin de faire des pauses, de guider la perception des élèves vers les points de l'animation. Une animation non signalée, sans mise en exergue des parties importantes et sans pause, est souvent extrêmement difficile à comprendre pour des apprenants qui débutent dans la compréhension du contenu. Mais là, on est bien pour des tâches de compréhension. Pour l'apprentissage de gestes, l'utilisation des animations produit des effets positifs beaucoup plus systématiquement. Pour résumer ce que j'ai dit sur les histoires ergonomiques, on va dire que quand on conçoit une solution, sans doute faut-il qu'on conçoive une solution qui est utile à l'apprentissage et perçue comme utile, utilisable et perçue comme utilisable. Et c'est dans ces conditions, où autrement dit, la solution est objectivement utile et utilisable et subjectivement perçue comme utile et utilisable, qu'on aura des chances qu'elle soit acceptable, à condition de se préoccuper aussi de la compatibilité de cette solution, de ce support, avec les contraintes spatiales de la classe, avec les contraintes temporelles, avec les contraintes d'organisation sociale de la classe, avec les contraintes de tâches présentes dans la classe. Conclusion. Oui, ça va nous laisser une dizaine de minutes
Euh, Au niveau des handicaps sensoriels et moteurs, on est sur quelque chose qui est très ancien. Les stratégies de compréhension et de contournement, notamment, mais pas que, l'amélioration de l'accès aux formations en ligne, mais dans ce domaine comme dans les autres, l'ancienneté ne doit pas masquer qu'on a encore énormément à faire dans ces domaines et, euh, et, euh, et énormément à investir dans ces domaines. Deuxième point, pour les troubles spécifiques du langage des apprentissages et pour les troubles du spectre autistique, on a aussi des outils numériques au service des trois stratégies et encore plus qu'avec les handicaps sensoriels et moteurs, on a l'impression, malgré le fait qu'on travaille sur ces sujets depuis 20 ou 30 ans, d'en être au début, on a l'impression de connaître encore très très peu de choses et d'avoir très peu développé de travaux. J'ai aussi voulu insister sur le fait qu'un outil qui est utile, qui est efficace, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il soit utilisable, compatible avec la situation. Il y a un effet négatif quand les outils ne sont pas connus par les enseignants et par les élèves, quand ils n'ont pas été formés. Et enfin, il y a un effet manifeste de quand la connaissance de l'outil augmente, par exemple parce qu'on a été formé, il y a une augmentation de l'acceptabilité et une augmentation de l'efficacité de l'outil. Voilà, je vous remercie et on peut commencer cette deuxième session de questions. Oui, merci. Alors, déjà beaucoup de questions autour des outils numériques à destination des élèves avec TSA. Alors, la première, concernant les élèves avec TSA et la reconnaissance des émotions. Est-ce que cela signifie qu'il est préférable, plus efficace pour les élèves, de travailler à partir d'avatars, d'images hors contexte, avant de travailler en situation? Ou bien faut-il faire les deux en même temps? Alors, de toute façon, les élèves sont en situation. Hein, leur vie quotidienne est une situation d'interaction complexe avec d'autres êtres humains. Donc, de toute façon, ils sont en situation. Après, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, quand on est non pas dans le quotidien, mais dans la construction progressive d'apprentissage, alors il semble que effectivement, le grand intérêt des environnements simulés, c'est qu'on peut construire des progressions. C'est vraiment prendre les choses les unes après les autres et donc manipuler le nombre, comment dire, le nombre d'aspects du visage qui sont mobilisés dans l'expression de telle ou telle émotion et dans la reconnaissance de telle ou telle émotion. Et là, le résultat que je vous dis, il est sans doute valable dans ce domaine, mais il est valable de façon générale. Hein. Le grand avantage de ces outils-là par rapport aux situations ordinaires, c'est l'idée qu'on puisse construire quelque chose de progressif, mais bien entendu, pendant ce temps, euh, les élèves ont des situations d'interaction sociale naturelle à longueur de journée. Merci. Alors, Elodie nous demande, dans le cadre de travaux d'expérimentation avec des robots, hein, toujours avec les élèves avec TSA, avez-vous utilisé le robot Obot qui permet de réagir en fonction des émotions de la personne que nous avons devant nous? Non, moi je connais pas de travaux dans ce domaine-là. En revanche, je sais que dans mon ancien laboratoire à Toulouse, l'équipe de Michel Guidetti, par exemple, travaillait là-dessus. Donc voilà, personnellement, je ne connais pas ces travaux-là, mais je sais qu'il y en a actuellement. Donc il faut aller voir les personnes qui travaillent là-dessus en ce moment. Alors, toujours sur cette thématique des élèves avec TSA, pourriez-vous nous donner votre avis sur les apports du numérique à l'apprentissage des mathématiques dans l'enseignement secondaire spécialisé pour les élèves atteints de TSA?
Je sais pas, je connais pas ce domaine-là. Pourtant, on a fait une revue de la littérature assez fouillée sur numérique et apprentissage des mathématiques. C'est une revue de la littérature qui est vraiment récente aussi, mais ce domaine spécifique, je ne le connais pas. Voilà. Mais Après maintenant ces que je sais, questions, voilà, par contre, merci pour la question parce que du coup, je vais aller vérifier quels travaux ont été publiés sur ce sujet-là et est-ce qu'on a des données empiriques sur ce sujet. Mais je ne le connais pas pour l'instant. alors après ces questions assez spécifiques, hein, il y a une question plutôt générale. Quels sont les outils numériques les plus souvent utilisés et mis en place en classe pour les élèves avec PSA? Ça va dépendre complètement des, des, euh, des élèves et des situations. J'ai pas l'impression qu'en France, ça soit si développé que ça. Euh, en tout cas, à ma connaissance, moi j'ai l'impression que pour répondre à votre question, ce serait sans doute beaucoup plus intéressant d'aller regarder ça au niveau international. Euh, mais pour ce que j'en sais en France, les outils numériques avec les élèves TSA sont beaucoup plus utilisés dans des stratégies de type rééducation que dans des stratégies de type compensation, contournement, qui sont plutôt des stratégies qu'on met en classe. Donc à vérifier, mais je, 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 pourtant je connais bien la littérature sur ce sujet-là, mais à ma connaissance, il y a pas de choses notables, en tout cas en France. Alors peut-être sur une dernière série de questions sur le logiciel d'analyse graphique WTS. Mhm. Alors, Véronique nous demande, est-ce que ce n'est pas dans le sens du développement des interventions des autres professionnels au sein des classes? Non, 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 je crois pas. Je pense que ce qu'on, enfin, moi, je l'interpréterais plutôt à l'inverse, qui est de dire finalement un enfant peut avoir affaire à des professionnels différents, notamment un enfant porteur de troubles et de handicap. Et ces professionnels différents, ce qui compte, c'est leur complémentarité. Et chaque professionnel travaille avec des contraintes spatiales, temporelles, organisationnelles et même des contraintes sociales qui sont différentes. Et, euh, et, euh, et la salle de classe a des caractéristiques qui sont tellement différentes de celles je sais pas, du travail avec un psychomotricien, par exemple, que je, 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 je pense qu'on ne peut pas faire d'une classe des, un lieu d'interaction entre une personne et un individu pendant une période prolongée, quoi. C'est vraiment des interventions spécifiques. Donc, je crois que le résultat qu'on a obtenu plaide vraiment dans le sens de outils spécifiques et stratégies spécifiques pour des professionnels différents dans des situations professionnelles différentes. Alors, toujours sur cette thématique, Frédéric nous demande, avez-vous connaissance de travaux portant sur les formats et dimensions d'écran plus ou moins favorables en contexte d'enseignement? La crainte vis-à-vis Alors, du petit écran est-elle fondée? c'est aussi une très bonne question. La, la, la lecture sur écran, globalement, ça détériore la lecture et la compréhension par rapport à la lecture sur papier. Euh, et la taille d'écran, enfin les écrans, les petits écrans ne font que
accroître cet effet de détérioration, à la fois de la vitesse de lecture et de la compréhension sur écran. La littérature sur la lecture sur écran montre aussi que ça dépend de la tâche. Par exemple, si on enlève la contrainte temporelle, les gens se mettent à lire moins vite sur écran et en ralentissant leur vitesse de lecture, ils peuvent compenser en compréhension. Et puis aussi, il y a une littérature qui montre que la lecture sur écran détériore selon le genre textuel. Par exemple, la lecture d'un roman sur liseuse ou la lecture de roman sur un papier, on n'a pas d'effet de détérioration. Par contre, la lecture d'articles journalistiques ou d'articles informatifs donne de moins bonnes performances sur écran que sur papier. Et l'hypothèse des chercheurs qui ont fait une synthèse de la littérature internationale sur le sujet récemment émettent l'hypothèse que peut-être sur les textes informatifs et journalistiques, on a développé des habitudes de lecture, d'une lecture beaucoup plus superficielle quand on lit les journaux sur écran que par rapport à des personnes qui ont gardé des habitudes de lecture de journaux sur papier, qui font beaucoup plus de la lecture intégrale. Et nous, juste, on avait obtenu, mais on est peut-être un peu loin de l'école, mais on avait obtenu des effets positifs de la lecture sur petit écran dans un cas spécifique qui est la lecture d'instructions, la lecture de consignes de type pas à pas, euh, où le fait de devoir réaliser une série d'actions pas à pas est favorisé par petit écran dans le fait que sur un petit écran, on peut afficher qu'une étape après l'autre, alors que sur papier, quand on affiche, mettons, une série de 10 instructions, il peut y avoir plus d'erreurs du type je passe directement de l'instruction 4 à l'instruction 6, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'école, ses travaux sur la lecture d'instructions sur petit écran. Alors, merci. On va terminer deux questions relatives à votre diapo sur les principes d'adaptation, les 9 principes d'adaptation. Julie nous demande, les principes présentés sont-ils également valables pour les activités créées pour être travaillées en autonomie? Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'allais dire même majoritairement, mais tout à fait. C'est une littérature qui vient essentiellement de l'apprentissage où l'élève doit réaliser seul une tâche. Majoritairement, hein, pas que, mais c'est bien des apprentissages en autonomie. Et là aussi, j'en profite pour dire que à la fin du diaporama, je l'ai là, vous aurez les références. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, si vous téléchargez le diaporama, vous aurez ces références-là. Et notamment pour la réponse que je suis en train de faire, c'est dans cet ouvrage-là, hein. Richard Meyer, le Cambridge Handbook of Multimedia Learning. C'est dans ce bouquin-là qu'il y a une espèce de bible là de plusieurs centaines de pages sur l'état actuel des connaissances, sur la conception de support pour les apprentissages. Et juste pour être tout à fait précis, ce livre-là, la 3e édition va paraître début 2021. Donc n'achetez surtout pas l'édition de 2014 qui va être obsolète dans les semaines à venir. Eh bien, je vous remercie. Vous avez répondu à la dernière question de Frédéric. Donc, je vais vous laisser conclure. Ben, merci à tous. J'ai mis mon adresse sur le diaporama, sur la dernière diapo, pour que si vous voulez continuer à interagir par mail, on puisse le faire. Voilà, j'ai pris soin aussi de bien construire la biblio pour que vous puissiez accéder à toutes les références que j'ai utilisées pour préparer cette intervention. Et je remercie aussi les organisateurs de cette petite session que nous avons passée ensemble. Bonne matinée à tous. Merci en tout cas, merci Arnaud, merci aux collègues qui ont géré les questions.
Je remercie chaleureusement André pour la qualité, la clarté de son exposé. Euh, je, voilà, je vous remercie pour son expérience, pour ces pistes concrètes en fait finalement qu'on va pouvoir appliquer dans nos pratiques pédagogiques. J'ai encore quelques petits détails techniques à vous partager, hein. Vous voyez là sur la diapo que vous avez des documents qui sont disponibles dans votre espace personnel sur le compte réseau Canopé que vous avez utilisé pour vous inscrire à la formation. Donc vous aurez une attestation de présence, vous aurez le support de présentation qui sera accessible et aussi un questionnaire de satisfaction. Donc ça sera téléchargeable en fait dès qu'on aura fait l'émargement. Donc il faudra attendre la fin de la semaine. Vous pouvez télécharger tout ça. Je précise aussi que le support de présentation qu'on a utilisé, qu'a utilisé André, est aussi disponible directement dans ClassVia. Hein, si vous voulez le télécharger, vous pouvez essayer. Normalement, ça fonctionne. Et puis, quelques petites infos aussi, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Sur la dernière diapo, vous voyez différentes ressources que vous pouvez aller consulter. Donc, j'ai remis les références de l'ouvrage qui vient de paraître, hein, Apprendre avec le numérique, mythe et réalité. Je vous ai mis aussi des liens vers la plateforme Canotech où le webinaire sera déposé. Donc vous pourrez y accéder directement en accédant à la chaîne YouTube de la plateforme Canotech. Donc je pense d'ici fin d'année, début d'année prochaine, le temps qu'on fasse le montage. Voilà, n'hésitez pas à aller fouiller aussi dans la sélection nationale que je vous ai faite sur le site Réseau Canopé, sur les formations inclusion. On aura un autre temps de webinaire expert, comme on les appelle, avec Michel Mazot au mois de février. N'hésitez pas aussi à aller fouiller dans les programmations des ateliers Canopé en local. Vous pourrez vous former aux outils numériques pour les connaître. Vous voyez que c'est important de savoir comment on peut s'en servir en classe. Voilà, donc je vous remercie. Je vois qu'on commence à se déconnecter. On va rester connecté quelques minutes encore pour ceux qui ont encore des questions. Mais voilà, on vous remercie pour votre présence et vos questions nombreuses. Au revoir à tous. Au revoir André. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.